Très rapidement, je donne la parole à Pascal Crozon. Oui, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames les ministres, je ne reviendrai pas sur les circonstances qui ont conduit le gouvernement à déposer dès cette session extraordinaire ce projet de loi. Le vide juridique auquel les victimes sont aujourd'hui confrontées nous a conduit à travailler au sens propre dans l'urgence. Fait exceptionnel, c'est à l'invitation du Sénat et avec l'accord de l'ensemble des groupes politiques que vous avez déclaré la procédure accélérée sur ce texte. Et c'est dans l'objectif de voter la loi avant la fin du mois que nous avons procédé à l'audition des associations, des partenaires sociaux, des praticiens du droit et des services gouvernementaux concernés, avant même que le Sénat n'ait pu achever son examen du texte. Profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour adresser une nouvelle fois mes excuses à nos interlocuteurs et à nos collègues qui n'ont pu assister à nos travaux, mais qui tous, je pense, se comprennent que ces conditions de travail exceptionnelles ont été dictées par la nécessité, ça vient de nous être dit. Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel dont notre commission a été saisie a été voté à l'unanimité au Sénat et je dois dire que c'est un motif de satisfaction à plusieurs titres. Sur le fond, je veux rappeler que l'introduction de ce délit dans le Code pénal en 92 faisait débat. Des craintes avaient notamment été exprimées sur le risque d'aseptisation et de judiciarisation accrue des relations sociales. 20 ans plus tard, l'expérience nous a prouvé que ces craintes étaient infondées et qu'à l'inverse, il demeure extrêmement difficile, du fait de la contrainte économique, mais il faut aussi le dire, d'une certaine tolérance sociale, d'engager une procédure judiciaire et plus encore, malheureusement, d'apporter la preuve des faits de harcèlement sexuel que l'on subit. Nous devons donc nous féliciter que la représentation nationale, par-delà ces divergences politiques, partage aujourd'hui le même souci de lutter contre ce fléau dont les conséquences, aussi bien professionnelles que médicales, sont lourdes pour les victimes et, je dois le rappeler, coûteuses aussi pour la société tout entière. Sur la forme, nous devons également nous féliciter de la méthode employée. Je veux ici saluer l'action de mes collègues sénateurs qui, à raison, ont su utiliser le temps de l'interruption de nos travaux liés aux élections législatives, bien sûr, pour mener un travail approfondi sur la base de 7 propositions de loi et donc permis au gouvernement d'agir ainsi avec célérité. La discussion en séance a été le reflet de cet esprit de coproduction législative et de concertation, puisque vous avez soutenu des amendements en provenant de l'ensemble des groupes et qui tous enrichissent le texte dont nous sommes aujourd'hui saisis. Je parle à mes collègues sénateurs. Parmi ces enrichissements, je veux en particulier saluer 4 acquis. Le premier, c'est la clarification de l'articulation entre le harcèlement stricto sensu et le harcèlement assimilé, ça a été souligné. Il était nécessaire effectivement de pouvoir poursuivre un fait unique d'une particulière gravité, qui s'exprime d'ailleurs parmi d'autres agissements ou en une occasion unique, telle qu'un entretien d'embauche par exemple. L'alignement des peines à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende offre aux magistrats la même latitude pour évaluer la gravité des faits et de leurs conséquences dans les 2 cas de figure. Le deuxième point, c'est l'introduction d'une nouvelle circonstance aggravante liée à la vulnérabilité économique et sociale dont nos propres auditions avaient révélé la nécessité. Plus encore que l'attirance de l'auteur envers ses victimes, il apparaît que celles-ci sont souvent soigneusement choisies du fait de la précarité de leur situation, de leur moindre insertion à l'entreprise ou encore de leur dépendance financière. Votre amendement de l'article 1er qui a été adopté par le Sénat permet de répondre à cette préoccupation que je partage avec nos collègues sénateurs. Le troisième point, c'est la prise en compte explicite, ça a été dit, de la transphobie, tant il est vrai que les personnes transsexuelles ou transgenres subissent de façon quasi générale des faits de harcèlement qui les conduisent à l'exclusion sociale. Le choix de ne pas en faire une circonstance aggravante, mais de consolider la jurisprudence en matière de discrimination au sens large, me paraît parfaitement équilibré. Enfin,
Le choix de transcrire dans le statut des personnels de la fonction publique l'interdiction de portée générale qui existe dans le Code du travail et se situe du côté de la victime me paraît également une juste avancée. Donc, en l'état, ce texte m'apparaît répondre de façon satisfaisante aux objectifs de célérité et d'efficacité que nous partageons, et je ne doute pas de la volonté de l'Assemblée nationale de l'adopter avec la même unanimité. Je souhaite néanmoins, Mesdames les ministres, vous faire part des interrogations qui se sont exprimées au cours de nos auditions. La plus importante concerne, vous le savez, les éléments matériels du délit assimilé qui énumèrent les ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave. Les associations font valoir que le délit de harcèlement est d'ores et déjà utilisé pour déqualifier des actes plus graves tels que les agressions sexuelles ou les tentatives de viol et que l'usage de ces termes ne peut que renforcer l'effet miroir et les risques de déqualification. J'ai été sensible à vos arguments qui considèrent que le risque réside davantage dans la pratique judiciaire que dans le texte lui-même. Je salue votre engagement de prendre une circulaire, Mesdames les ministres, pour préciser les agissements visés par ce délit assimilé. Toutefois, peut-on néanmoins envisager de vous proposer une rédaction qui éliminerait cet effet miroir et préciserait la volonté du législateur sans pour autant réduire la portée du délit. L'article 2, c'est le deuxième point, vise les discriminations, comme par exemple un licenciement dont seraient victimes celles et ceux qui subissent le harcèlement sexuel. Ne serait-il pas pertinent, comme le prévoit d'ailleurs par ailleurs le Code du travail, d'accorder la même protection aux témoins de tels agissements, notamment afin de faciliter l'établissement des preuves. Troisième point, vous avez choisi, dans l'article 3, de procéder à un renvoi du Code du travail vers le Code pénal, tandis que l'article 3 bis reprend, lui, la définition intégrale du délit. Nous avons entendu les arguments en faveur des deux options, mais nous nous interrogeons sur cette différence et par ailleurs, l'interdiction de portée générale ne devrait-elle pas figurer également dans le Code de l'éducation, compte tenu des nombreux témoignages qui font état de harcèlement sur les étudiants, voire les doctorants. Enfin, dernier point, les médecins du travail, comme les partenaires sociaux, nous ont informés de la porosité et souvent même de la concomitance qui existe entre harcèlement sexuel et harcèlement moral. Et je m'interroge sur le nombre de procédures que les parquets ont pu requalifier en harcèlement moral et au-delà, sur l'opportunité, compte tenu de cette particulière porosité, d'étendre au harcèlement moral les circonstances aggravantes que nous introduisons pour le harcèlement sexuel. Ceci permettrait notamment de nous prémunir d'une jurisprudence trop restrictive sur la connotation sexuelle des agissements prévus dans le 1 qui conduirait à leur déqualification. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Avant peut-être de demander au ministre de répondre, souhaitez